Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes. Nous revenons ce soir sur les conséquences du discours tenu hier par David Cameron promettant en cas de réélection un référendum d'ici la fin 2017 sur la question du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. D'où la question de notre grand angle ce soir. Europe, faut-il céder à la Grande-Bretagne? Mais tout d'abord, je reçois un héros, un poète, un martyr, un exilé, l'écrivain chinois Lao Yiwu, emprisonné pendant 4 ans dans les geôles chinoises. C'est juste après la une du jour, mise en image par Julien Dugast. C'est tout simplement l'un des écrivains chinois les plus lus clandestinement. Dans son dernier ouvrage, Dans l'Empire des Ténèbres, Liao Yiwu, qui a connu les geôles et le goulag, raconte un quotidien de torture, de privation et d'humiliation. Mais avant tout, le poète, trop longtemps muselé, nous parle d'une Chine que l'Occident ne veut pas regarder en face. À l'époque de Tiananmen, les médias occidentaux avaient fait ce qu'il y a de juste en enregistrant la vérité et en la diffusant dans le monde entier. Ensuite, ils ont oublié. 4 juin 1980, avec la tragédie de la place Tiananmen, Liao Yiwu bascule dans la dissidence. 6 ans d'emprisonnement pour un poème en hommage aux 2000 victimes. C'est cette souffrance qu'il raconte dans son livre. Les artistes qui contrecarrent les amnésies de l'humanité ne sont pas rares. C'est le seul moyen dont les artistes disposent pour participer à l'histoire, et ce moyen est noble. Et l'auteur, lucide, d'ajouter: bien que, pour un œuf, cogner une pierre ne soit pas bien judicieux. L'œuf, c'est Liao, qui aujourd'hui parle d'un livre qui a bien failli ne jamais voir le jour. Liao Yiwu, bonsoir, ni hao. Je vous présente Nadia Dame et Renaud Dely. Et venons-en à cet ouvrage, tout de suite, publié aux éditions François Bourin, qui est avant tout, et est-ce que c'est ainsi qu'il faut vous en parler, avant que d'être un récit choc, c'est avant tout une grande œuvre littéraire, car vous êtes un poète, et vous avez fait œuvre de littérature. Est-ce que c'était votre intention? Témoigner et faire une œuvre littéraire? Tout d'abord, c'est un témoin de l'histoire. C'est une recherche de la vérité. En même temps, c'est aussi une sorte de soin pour moi-même. C'est un souvenir pour moi, et puis j'ai choisi des mots justes pour le décrire. Ceci est très bien pour guérir ma maladie. Vous êtes votre propre psychanalyste par rapport à ce cauchemar de 4 ans que vous avez vécu. Après les 4 ans de cauchemar dans les geôles chinoises, 14 ans pour réussir à mener à bien ce récit. Un récit dont le manuscrit a été volé 2 fois par la police chinoise, dont vous dites « elle est ma meilleure lectrice ». L'autodérision avec laquelle vous évoquez la police est absolument dans tout ce récit de quelque chose qui est quand même un cauchemar. Comment peut-on avoir de l'humour quand on évoque une expérience cauchemardesque? En fait, je n'avais pas de choix. Je viens de Sichuan. Les gens de Sichuan font preuve de l'humour face aux misères. Alors, tout en lançant des injures contre moi-même, je recommence à écrire. Je n'ai pas d'autre choix. Et puis, je n'ai pas pensé du tout que ce récit allait changer ma vie. Avant mon départ, la police m'a menacée. Elle m'a dit, si tu commences à publier ce livre en Occident et à Taïwan, tu devras faire face à plus de 10 ans de prison. Alors, si je ne publie pas mon livre, je vais mourir de faim. Alors, entre mourir de faim et être emprisonné, je n'ai pas de choix. Alors, j'ai choisi la fuite. Au goulag qu'on appelle le laogai, le goulag maoïste, les détenus sont aussi sauvages que les surveillants. Et c'est ce que vous décrivez. Vous décrivez des scènes de barbarie que les détenus exercent sur les autres détenus. Comment vous expliquez ça ? En fait, c'était dans un système, dans une petite prison. Alors, nous étions considérés comme des chiens enragés. Nous étions enfermés dans une petite cage et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et puis, de temps en temps, ils nous faisaient souffrir. Mais la plus grande souffrance, c'était
les histoires entre les deux détenus et c'était très perturbant. Est-ce que c'est justement l'un des objectifs du régime d'entretenir cette violence entre les détenus et entre les hommes qui sont emprisonnés dans ce goulag? C'est justement un des buts de ce système? En fait, il faut que chaque personne soit souffrante psychologiquement. Alors, à part la prison, les gens n'ont pas le choix. Ou bien ils recommencent à commettre des crimes pour revenir en prison. De toute façon, ils ne peuvent pas vivre une vie saine. Moi aussi, j'ai fait appel au récit pour me guérir. Nombreux sont les gens qui n'arrivent pas à se guérir, n'arrivent pas à écrire. Vous êtes résident berlinois depuis 2010. Je crois qu'Angela Merkel, lorsque vous avez quitté la Chine d'une manière clandestine, aidée peut-être même par la mafia du Yunnan, Angela Merkel a été déterminante pour vous accueillir en Allemagne. Comment est-ce que vous considérez la position des pays occidentaux qui ont bien du mal à dénoncer la manière dont la Chine traite ses concitoyens, peut-être parce qu'il y a 1 milliard de consommateurs et que ça fait beaucoup d'argent? Alors, la mémoire de l'humanité n'a rien à voir avec la consommation. Quand on est écrivain, on vit dans les mémoires. Alors, le massacre de Tiananmen est un événement très frappant pour le monde entier. Du point de vue du monde entier, ils ont bien vu des gens tués et puis tellement de militaires étaient entrés dans la ville. Tout ceci est ineffaçable dans le cœur des Chinois. Et puis, il est arrivé aussi la chute du mur de Berlin et puis la décomposition de l'ex-URSS. Alors le monde est très ordonné, beaucoup a changé et puis personne ne va oublier cela. Plus personne ne va oublier cela, mais les chancelleries européennes ont quand même du mal à parler des droits de l'homme lorsque leurs représentants vont en Chine. Je pense qu'il ne faudrait pas faire appel à 2 critères. Par exemple, en Europe, vous avez eu aussi des massacres. Et puis, vous avez eu aussi des époques du Parti communiste. Vous vous souvenez bien de Staline, de Mussolini. Alors, c'était des démons. Alors, pourquoi vous ne pensez pas que le Parti communiste chinois ne sont pas pareils? Alors, est-ce que ça veut dire que les Chinois sont moins nobles? Pourquoi vous utilisez les 2 critères, les doubles critères? Je ne comprends pas. Ouais. Nadia, Internet, la censure, c'est... En Chine, oui. Ouais. Oui, parce que la censure vit avec son temps, donc elle s'est aussi déplacée sur Internet. Et on parle d'une grande muraille électronique chinoise, parce qu'on ne peut pas tout dire sur Internet en Chine. 456 mots sont censurés sur Internet. On ne peut pas dire, donc écrire persécution, Tiananmen, démocratie, Amnesty International, on ne peut pas évoquer tous les grands dissidents. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas non plus tout lire. On ne peut pas, depuis la Chine, enfin c'est compliqué d'avoir accès aux sites d'infos étrangers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 69 blogueurs et net citoyens sont emprisonnés. Et ça fait de la Chine la plus grande prison pour les blogueurs et pour les net citoyens. Et en même temps, cette grande muraille électronique chinoise, elle est en train de se fissurer grâce à l'ingéniosité des internautes chinois qui font absolument tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir communiquer, parler sur le régime, critiquer le régime sur Internet. Et ils le font avec, par exemple, beaucoup de langage codé. L'année dernière, pour le 23e anniversaire de Tiananmen, on ne pouvait pas parler de Tiananmen sur Internet. On ne pouvait pas écrire 4 juin. Ben, c'est pas très grave. Ils ont trouvé des langages codés, ils ont trouvé des logiciels et ils ont pu publier ce type de photos et montrer à des gens qui ne les avaient jamais vues des photos de Tiananmen. On ne peut pas écrire Xi Jinping à certains moments en Chine. Ben, c'est pas très grave non plus. Ils l'écrivent Xi comme le pronom féminin anglais. Ou alors ils l'appellent aussi la lessive qui nettoie les taches. Et ils peuvent en dire tout le mal qu'ils veulent sur Internet et ils aident aussi à lutter contre la corruption. Ils vont traquer les signes extérieurs de richesse des cadres chinois et les publier sur Internet, ce qui est évidemment une forme de contre-pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'à ce jeu de chat et à la souris que se livrent la Chine et les internautes, qui va gagner finalement? Et est-ce qu'un jour, l'Internet chinois va être libre? L'Internet, par rapport à la limitation de la parole, bien sûr, est très profitable pour limiter ce genre de pratiques. Mais maintenant, le gouvernement a tellement investi, et puis il y a tellement de policiers, cyber-policiers, on peut dire. Et puis, il y a aussi un site qui se nomme Jasmin. Alors, j'avais un ami qui a plaisanté. Il a dit que dans une boutique à impôts, nous voulions nous rencontrer. Et quand il a mis cette information sur l'Internet, 2 heures après, la police est venue.
Alors lui, il a dit que c'était une blague. La police a dit, même le blague, c'est interdit. Alors, ils étaient tout le temps, les policiers étaient devant la boutique. Et après l'heure du rendez-vous, seulement ils étaient lâchés. Vous voyez ce genre de blague? Le Parti communiste chinois vient de changer lors du dernier congrès de dirigeants. Xi Jinping est arrivé au sommet de l'État. Est-ce qu'on peut imaginer que ça change à terme, lentement, quelque chose peu à peu, ou est-ce que ça ne change rien, que ce changement de dirigeant n'augure en rien une évolution du régime vers une libéralisation ou une démocratisation? Xi Jinping n'a pas été élu par moi, je ne le connais pas du tout. Les dirigeants avant, je ne connaissais pas non plus, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire, je ne connais pas. Seulement, je sais que la première personne qu'ils ont condamnée, c'est M. Li Bifeng, qui a été condamné pour 12 ans d'emprisonnement, c'est un ami à moi. Et puis, tout cela parce qu'ils ont pensé qu'ils m'avaient aidé à m'échapper. Voilà, c'est leur première action. C'était un très bon auteur. Ils ont lourdement condamné. Je ne connais pas ces dirigeants. Liao Yiwu, le prix Nobel de littérature, à la place de Mo Yan, c'est vous qui auriez dû l'avoir. Pour ce prix, je ne sais pas du tout quels sont leurs critères. Tout ce que je peux dire, c'est que Mo Yan a profité de cette opportunité pour y aller. Et puis, il a dit la censure, c'est comme le contrôle pour l'aviation, c'est indispensable. Et puis il a dit que les prisons ne contiennent pas d'auteurs chinois. Moi, je me dis, c'est un menteur. Alors, bien sûr, tout le monde se perdait un peu, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Alors, du coup, il y a des gens qui étaient pour que je vienne sur place pour protester. Alors, j'ai amené un ami avec moi, et puis voilà, j'étais là. Et en un clin d'œil, tout le monde s'est mis dans un état pas possible. Et puis, quelqu'un lui a montré ses fesses. Et du coup, ses fesses sont devenues les fesses les plus connues en Chine sur l'Internet. Voilà. Un prix pour Mo Yan, c'est un prix pour le Parti communiste. Tout ce qu'il a fait, c'est aller faire un défi aux valeurs humaines. Notre prix Nobel à nous, Liao Yiwu, dans l'Empire des Ténèbres, un livre universel et d'un humour absolument stupéfiant, somptueux témoignage sur 4 ans dans le goulag maoïste chinois et les prisons ne sont pas fermées. Xie Liao Yiwu, merci beaucoup. Place au grand angle du soir, nous revenons sur les conséquences du discours tenu hier par David Cameron promettant en cas de réélection un référendum d'ici la fin 2017 sur la question du maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne. On en parle avec notre question du soir, Europe, faut-il céder à la Grande-Bretagne? On en parle juste après le rappel des faits par Sandrine Le Calvez. Rester en Europe ou prendre la sortie de secours? David Cameron a relancé le débat hier outre-Manche. Il est temps de régler cette question de la Grande-Bretagne et de l'Europe. Et le Premier ministre britannique conservateur l'a promis, s'il est réélu, il organisera d'ici 2017 un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Si nous sortons de l'Europe, ce sera un aller simple, sans retour. To be or not to be, David Cameron provoque pour mieux renégocier les conditions d'adhésion de Londres à l'Union européenne. Objectif, moins de contraintes et plus de flexibilité. L'occasion d'un débat tendu hier après-midi entre le Premier ministre et le leader de l'opposition travailliste. Nous voulons une renégociation et un référendum. Que veut-il? Le sait-il au moins? Vous avez été embarqué dans ce projet de référendum, non pas par des intérêts nationaux, mais par ceux de votre parti. Pour les travaillistes favorables au statu quo avec l'Europe, David Cameron chercherait uniquement à surfer sur l'euroscepticisme des Britanniques, tout simplement pour se faire réélire. Un avis partagé par le président du Parlement européen. Je pense que c'est le stratagème d'un chef de gouvernement sur la défensive qui promet « Votez pour moi et vous obtiendrez un référendum ». Et pour cela, toute l'Europe devrait être prise en otage. Je ne pense pas que ce soit correct.
Pas correct pour certains, pas très fair-play pour d'autres. David Cameron joue les gros bras, prêt à quitter l'Europe, mais pas le devant de la scène. Bonsoir Madame. Noëlle Lenoir, vous avez été ministre des Affaires européennes, ici dans ce pays, de 2002 à 2004. À côté de vous, Philippe Turle, bonsoir. Philippe, vous êtes rédacteur en chef adjoint au service anglais de RFI, excellente station de radio. Et à côté de vous, notre fameux Thomas Klaus. On va rentrer dans le vif du sujet avec cette affaire donc, de référendum éventuel. Justement, votre sentiment, Philippe Turle, sur ce pari de David Cameron? Alors, c'est curieux parce que quand on regarde ça en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de gens qui disent chouette, il a fait ce qu'il allait faire, c'est la première fois que quelqu'un a le courage de poser un référendum. Mais de l'autre côté, on se dit mais ce qu'il annonce est tellement risqué, non pas seulement pour lui, pour son parti, mais pour la Grande-Bretagne. Parce que si jamais on se retire de l'Europe, qu'est-ce qui va nous arriver ensuite? Donc, David Cameron est face à une situation où il a tellement de monde dans son propre parti, les dissidents qui sont eurosceptiques, qui demandent depuis des années, quand la Grande-Bretagne se retire de l'Union européenne, et on est toujours promis des référendums, une consultation, on va demander plus qu'on retire des pouvoirs de Bruxelles pour les remettre à Londres, et ça ne se fait pas. Et donc, on a vu la naissance d'une nouvelle partie qui s'appelle UKIP, donc UK Independence Party, qui gagne du soutien, et donc David Cameron a peur de perdre du soutien à lui-même. Et donc, finalement, il a dit, bon, je vais prendre le taureau par les cornes et je vais annoncer ce référendum. C'est une sorte de va-tout, en fait, qui joue, c'est ça? Oui, non, mais ce qu'il faut relever quand même, c'est que c'est un référendum annoncé 4 ans à l'avance. Oui, plus de 4 ans à l'avance. Après de nouvelles élections. Après de nouvelles élections, au cas où elles seraient gagnées. Donc, comme vient de le souligner Philippe Turle, c'est d'abord à usage interne. C'est vrai qu'il a un parti conservateur très remuant, notamment les plus jeunes, et que les Britanniques se sont éloignés de l'Europe déjà depuis quelques années, ne serait-ce que parce qu'au Parlement européen, ils ont formé un groupe à part du centre droit, du Parti populaire européen, du PPE, qui est le parti dominant avec le PSE, le Parti socialiste européen, et un groupe qui s'est quand même allié avec des gens, à mes yeux, assez suspects, qui frisent le souverainisme dur, c'est-à-dire presque l'extrême droite. Enfin, je pense notamment aux Polonais de ce groupe. Alors vous évoquez l'évolution des élus britanniques au Parlement européen, mais l'opinion publique britannique, elle aussi, elle a beaucoup évolué plutôt dans le sens de l'euroscepticisme. Je vois juste qu'on regarde ce sondage qui est assez récent, qui date du mois de novembre dernier, selon lequel, en cas de référendum, c'est un sondage qui date du mois de novembre, 49% des Britanniques voteraient pour une sortie de l'Europe, vraiment pour la sortie de l'UE, contre 28% qui se prononceraient pour son maintien, seulement 28% et 17% qui se déclarent d'ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les jeux sont déjà faits, c'est-à-dire que l'opinion, elle est résolue, elle, à ce que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne? Il y a d'abord, comme vous venez d'évoquer, il y a les élections. Donc c'est un cap à franchir. On verrait s'il y a un gain du Nullebourg, un changement de gouvernement, comment réagirait le gouvernement. Et puis il y a une chose que David Cameron n'oublie peut-être pas, mais enfin qu'il a mis de côté. Il y a quelques années, il a fait un grand speech pour dire il faut arrêter de s'écharper sur l'Europe. Il faut parler des choses qui intéressent vraiment les citoyens, les crèches, les pensions, les systèmes de santé, etc. C'est un sujet toxique, notamment pour notre propre parti. Eh bien, on peut dire que c'est loupé. Parce que ce qui va se passer, même si en ce moment il est acclamé par son parti tout entier, y compris par ceux qui veulent vraiment sortir coûte que coûte la Grande-Bretagne de l'Union européenne, c'est que ce parti, s'il gagne des élections, quel que soit le résultat des négociations qu'il engage avec les partenaires européens, si d'ailleurs il y en a, il va se déchirer sur l'Europe. Il y a une partie des députés conservateurs qui vont, lors du référendum, s'il se fait, dire qu'il faut sortir, qu'il faut voter non. Cameron, si le référendum se fait, va sans doute dire il faut voter oui. Donc on va assister à une déchirure du parti, tout ça. Mais avant cela, vous évoquiez le fait qu'il y a les législatives. Ça veut dire que pour gagner les législatives de 2015, est-ce qu'il va falloir que David Cameron fasse campagne contre l'Europe en promettant justement aux électeurs britanniques? Ou en tout cas lance une espèce d'ultimatum à l'Europe. Et il s'est engagé dans une voie qui, à mon avis, est un exercice de saut périlleux en réalité. Il faut quand même observer que pour être élu, il aurait peut-être été élu parce qu'il y avait une certaine usure du pouvoir du Parti travailliste. Il a quand même été élu sur une plateforme très anti-européenne, puisque une des premières législations qu'il a fait adopter et qu'il avait annoncée pendant la campagne, c'est une loi sur la souveraineté, la protection de la souveraineté britannique, qui dit que dès lors qu'un traité européen nouveau ou modifié étend les compétences de l'Union européenne, il faut lancer un référendum. Et chacun sait que quand on est contre quelque chose, on dit qu'on va lancer un référendum. Il y a une autre chose qu'il faut quand même souligner qui est très importante, c'est que David Cameron était élu avec une autre partie qui est le Parti libéral-démocrate, qui est
une partie qui est très pro-européen. Donc ça peut à n'importe quel moment s'éclater mais en qui aujourd'hui est Grande-Bretagne. totalement silencieux. Nick Clegg est totalement silencieux, il n'en parle Oui, pas. enfin, il a parlé aujourd'hui, il a dit que ce qu'il a dit Cameron, ça peut littéralement mettre en nœud le Parti conservateur. Donc c'est quand même très curieux d'annoncer un référendum avant de négocier pour rester en Europe. Il aurait fallu négocier d'abord pour voir ce qu'il pouvait obtenir, pour dire bon, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Maintenant, on fait un référendum. Et donc, la chose qui est bizarre, c'est que David Cameron n'a pas dit à quel moment il va changer d'avis en disant maintenant je suis pour l'Europe, mais j'ai pas réussi à obtenir ce que je veux, donc maintenant je suis anti-Europe. Donc on le pousse à dire, mais à quel moment vous avez changé d'avis, à quel moment vous avez changé votre fusil d'épaule pour dire maintenant je suis anti-européen, donc je veux être contre. Mais David Cameron, il a beau avoir été vague, il a quand même été très largement salué par toute cette presse eurosceptique qui contribue sûrement, qui stimule cet euroscepticisme britannique. On l'a vu par exemple le Daily Telegraph, qui fait partie comme ça de ce peloton toujours, donc journaux de droite ouvertement europhobes. Regardez comment est-ce qu'ils ont titré, c'est assez intéressant. Victoire pour la croisade du Daily Express. L'Europe va enfin avoir son référendum, etc. Et cette pression de la presse, on l'observe depuis très longtemps, c'est un travail de sape qui dure depuis des années. En 2010, dans le Télégraphe, autre journal du même type, il y a un article qui avait fait beaucoup de bruit, qui avait été titré « Des fédéralistes européens financés par des chefs de l'espionnage américain ». On connaît tout de suite beaucoup dans le conspirationnisme, tous les moyens sont bons, etc. Ouais. Tous les moyens sont bons, mais ça veut dire que la population, elle est perpétuellement baignée dans ce discours-là. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des médias C'est plutôt un compliment quand on sait qui que donnent pas plus de voix. Que M. Cameron s'est encore réclamé du Special Partnership avec les États-Unis. Moi, je trouve que c'est plutôt un compliment. Les fédéralistes, qui sont les alliés des Américains. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas davantage les pro-européens, notamment dans les médias? Non, mais parce que je crois qu'il faut peut-être remonter à Churchill, qui avait dit, s'agissant de l'Europe, bien qu'il ait créé le mouvement des fédéralistes européens, eh bien, il avait dit « We are with it, we are not of it ». C'est-à-dire que nous sommes avec l'Europe. Et en fait, Churchill était assez anti-européen. Et il ne faut pas oublier non plus qu'après la guerre, les Britanniques, et on ressent vraiment cette tonalité aussi dans le discours de Cameron, méprisaient un petit peu les continentaux qui finalement avaient failli, étaient tombés dans les bras d'Hitler pour certains gouvernements, y compris d'ailleurs le gouvernement français. Et donc l'Angleterre était une île. Et David Cameron, c'est ce qui m'a frappé, a répété que l'Angleterre est une île et qu'ils ont une sensibilité à nul autre pareil et qui ne changeront pas. Alors, et je trouve que cette tonalité est, à mon avis, une erreur politique, mais enfin, l'histoire jugera. Deux questions à vous, Thomas Clau. Germanophobie, il y a une légère germanophobie, précisément, qui expliquerait ou qui compléterait ce que vous venez de dire, Noël Lenoir. Et puis, est-ce qu'on pourra parler des conditions posées par David Cameron ? Alors, germanophobie, je ne sais pas. Évidemment, il y a toujours le souvenir de la Seconde Guerre mondiale est plus entretenu en Grande-Bretagne que dans beaucoup d'autres pays européens. Et il y a un certain, les Anglais l'appellent le jingoïsme, n'est-ce pas? Il y a un nationalisme, disons, qui se volontiers exubérant, parfois agressif, qui peut se tourner contre les Allemands, qui peut aussi se tourner contre les Français. On a vu lors de la guerre en Irak, et d'ailleurs, il y a des échos de l'autre côté de l'Atlantique. Les Freedom Fries, on s'en souvient. Donc il y a quelque chose qui a des racines très anciennes, qui remontent à la guerre de 100 ans pour ce qui est de la France, et pour ce qui est de l'Allemagne, c'est et Napoléon, etc. Donc on a eu beaucoup de... Voilà. Alors pour le contexte européen, c'est là qu'on se demande si, là aussi, Cameron n'a pas fait une erreur de calcul. Et si ce qu'il appelle une stratégie n'est pas en fait une tactique qui va le mener droit dans le mur. Parce qu'en disant, chers amis européens, je vais soumettre, si je suis réélu, l'appartenance de Grande-Bretagne à l'Europe politique unie, à référendum, et je veux bien militer pour le oui, à condition que vous me donniez quelque chose en échange. Mais en échange de quoi? Simplement quelque chose. Eh bien voilà. Alors, il ne l'a pas dit jusqu'ici. Alors, quand on entend le débat des conservateurs britanniques, quelqu'un comme Boris Johnson, concurrent politique de Cameron, maire de Londres, ancien journaliste de Bruxelles d'ailleurs. Aux cheveux jaunes citron et aux déclarations tonitruantes, on s'en souvient. Polémiste, parle de choses comme la politique de la pêche, et puis alors toujours l'affaire de la politique agricole, non? La politique agricole un peu moins, et l'affaire de la réglementation du droit au travail, où la Grande-Bretagne a déjà des opt-out, n'est-ce pas, de droit social. Alors, évidemment, il y a des conservateurs britanniques qui se disent, si on demande aux Européens qu'on veut un espèce d'opt-out de la politique de la pêche, et puis d'autres opt-out supplémentaires de la politique de l'offre, enfin de l'emploi, ce sera en réalité relativement indolore. Mais là, je crois qu'ils se trompent. Parce que quand on voit le potentiel de mobilisation qu'a le sujet de la pêche dans des tas de pays, comme l'Espagne, la France aussi, les pêcheurs, ça y va.
Donc je crois que les Anglais, et Cameron fait peut-être une erreur de calcul. D'autant qu'on voit une succession de... Enfin, à mesure que les Britanniques posent parfois leurs conditions comme ça à l'Europe, on voit des grandes voix européennes qui commencent un petit peu à se lasser un petit peu. Alors, Jacques Delors, justement, on va l'écouter. Jacques Delors, qui est une grande voix européenne, l'ancien président de la Commission européenne, récemment, au mois de décembre, lors d'une rencontre d'un colloque, d'ailleurs en présence d'Helmut Schmidt, l'ancien chancelier allemand, voilà ce qu'il a expliqué aux Britanniques. En clair, l'Europe, il l'aime ou il la quitte. On écoute Jacques Delors. Aujourd'hui, il faut poser directement la question à la Grande-Bretagne. Ne vous trompez pas, leur obstruction continuelle vise à affaiblir l'Europe et la dériver vers une vague zone de libre-échange. Donc en fait, il y a deux conceptions européennes qui n'ont rien à voir entre la conception britannique et celle des autres. Sont les plus pro-européens. Nous, les Français, il faut dire qu'on est un peu ambigu. Quand vous releviez que seulement 49% des Britanniques veulent sortir de l'Europe, après tout ce qu'on leur raconte depuis la guerre et notamment depuis l'entrée de la Grande-Bretagne en 1972, qu'ils résistent bien. Je trouve que finalement, parce que nous, en France, on n'est pas très clair non plus. Le référendum de 2005, on a apporté la preuve éclatante. Non, mais ce que je trouve, ce qui est intéressant dans ce qui est dit, c'est que, en réalité, qu'est-ce qui ressort du discours de Cameron? C'est que l'Angleterre, depuis quelque temps, et notamment depuis la crise, est beaucoup plus, est presque marginalisée, est beaucoup moins influente. Je trouve que ce pays, qui est sans doute, avec l'Allemagne, le plus influent en Europe, qui nous a imposé finalement d'accepter le marché, alors que les Français seront peut-être moins ouverts au marché que d'autres peuples européens, eh bien, les Anglais se rendent compte, notamment sur les textes financiers, qui sont un tout petit peu en arrière de la main, parce que l'eurozone est en train de se constituer comme un vrai pôle politique, comme un noyau dur de l'Europe. Et je crois que c'est ça qui a déclenché aussi ce discours très anticipé, si on en juge, par la date hypothétique qui est fixée pour un référendum. Oui, 2017. Je voulais rebondir sur ce que disait Thomas. Et puis ensuite, éventuellement, parler des conséquences sur le reste de l'Europe, une sorte de contamination. Alors, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a un pari de la part de David Cameron, parce qu'il se dit, bon, on a toujours obtenu plus ou moins ce qu'on voulait. On a toujours réussi à négocier quelque chose. Parce que les Européens ont besoin de nous, comme nous, on a besoin de l'Europe. Donc, je vais faire un pari, je vais aller vers l'Europe, je vais demander aux 26 pays, les autres 26 pays, de m'accorder ce que je veux pour que je reste en Europe. Et eux, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre la Grande-Bretagne, ils vont finir par accepter, ils vont finir par céder, mais ils vont aller avant. Est-ce que finalement l'intérêt de l'Europe, si on veut faire une vraie Europe politique et non pas simplement une zone de libre-échange, c'est pas de se séparer de la Grande-Bretagne? Est-ce qu'il peut pas y avoir cette réflexion-là? Mon opinion personnelle, et je pense que je rejoins David Cameron, c'est que je pense que la place de la Grande-Bretagne est en Europe, mais pas n'importe quelle Europe. Et je pense que ce qu'ils veulent, c'est une Europe où il y a moins une Europe unie, où on est tous obligés de... Une Europe sans Europe. Si c'est pas une Europe unie, c'est quoi? Si la Grande-Bretagne quitte l'Europe, là, il n'y a plus d'Europe. Donc là, ils ont intérêt, il n'y aura plus d'Europe. L'Union européenne, ça marche pas bien. Vous êtes sûr de ça? Moi, je me souviens. Il n'y a plus d'Europe si la Grande-Bretagne il y a l'Union européenne. Il y a plusieurs scénarios possibles. On peut imaginer un mauvais scénario pour l'Europe. La Grande-Bretagne quitte l'Europe et c'est une espèce de début d'un détricotage. L'Europe perd en crédibilité, en puissance, en influence. Les gens se détournent. Mais il y a aussi un autre scénario qu'on peut imaginer. Parce que si on regarde qui, depuis le début de l'aventure, depuis le début de son inclusion dans l'aventure européenne, a passé tout son temps politique, à mettre des bâtons dans les roues de la machine européenne. Chaque fois qu'il y avait un élan, quelque chose d'un peu positif, un espèce d'enthousiasme, parfois même citoyen pour faire quelque chose, il y a la Grande-Bretagne qui ramène sa fraise et qui sort ses lignes rouges. Désolé, Philippe. Mais il y en a marre à la fin, n'est-ce pas? On l'a vu encore lors de pas mal de négociations autour de la crise de la zone euro, alors que paradoxalement, c'était l'Angleterre qui disait qu'il fallait quelque chose de plus européen. Alors on pourrait imaginer un scénario positif. On pourrait imaginer un scénario positif où la Grande-Bretagne quitte l'Europe et les continentaux entre eux réussissent enfin à construire l'Europe unie, forte, qu'ils ont voulu construire depuis le début, et ça marche beaucoup moins bien depuis les Anglais. Mais dites-moi quelque chose. Alors, en ce moment, on est en train de négocier le budget européen. On est en train de négocier le budget européen. Les Écossais nous rejoignent. La Grande-Bretagne rejoint un peu l'Allemagne pour négocier le budget européen au détriment de la France. Donc, je vois que chaque fois, quand il y a des intérêts européens, ça passe d'abord par les intérêts nationaux, et on se voit autour de nous qui est avec nous pour cela. Et donc, on va se rejoindre à eux pour obtenir ce que nous on veut. Donc la Grande-Bretagne joue un peu ce rôle-là aussi. Mais pour des motivations complètement différentes, si je peux me permettre. Parce que les Allemands ne veulent pas, étant un pays vertueux,
payer pour les non-vertueux, tandis que la Grande-Bretagne ne veut pas de budget Noël européen. Lenoir, si je peux me permettre, ce que vient de dire Thomas Claude a été illustré par la réaction de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères français. Il a expliqué en quelque sorte que si les Britanniques veulent partir, eh ben, il leur souhaite bon vent. On écoute juste ce que Laurent Fabius a répliqué à l'ultimatum de David Cameron. Oui, mais ça risque d'être dangereux pour la Grande-Bretagne elle-même, parce que la Grande-Bretagne hors de l'Europe, difficile. L'autre jour, j'étais dans une réunion où il y avait beaucoup de Britanniques, et notamment des Britanniques hommes d'affaires, et je leur ai dit, avec une certaine astuce, écoutez, si la Grande-Bretagne décide de quitter l'Europe, nous vous déroulerons le tapis rouge. Alors votre réaction, c'est une allusion à l'humour british, le tapis rouge de Boris Johnson à propos des 75%. Voilà, que vous inspire la modestie? Non, le propos de Laurent Fabius. C'est-à-dire que la France se positionne très nettement, avec beaucoup de nuances par rapport à la position allemande, qui est... je crois que les Allemands n'ont pas trop envie d'un face-à-face franco-allemand, malgré le caractère un peu emblématique de ce couple. Et ils préfèrent évidemment jouer sur deux leviers. Mais je pense que peut-être que Fabius a eu un langage un petit peu marqué par rapport aux habitudes diplomatiques du Quai d'Orsay que je connais bien. Mais je crois que c'est bien que la France se soit positionnée maintenant, parce qu'il est vrai, je donne un seul exemple. Les Britanniques, c'est leur dernière victoire législative, ont obtenu que leur fonds, leur hedge fund, leur fonds alternatifs, aux Caïmans, aux Bermudes, aux îles Vierges, qui sont implantés dans ces îles tout à fait accueillantes, notamment fiscalement, puissent opérer, c'est-à-dire puissent bénéficier de la libre prestation de services, c'est-à-dire puissent capter l'épargne de nos pays à nous pour pouvoir spéculer. Les hedge funds ont un certain intérêt, mais ils ont gagné. Si jamais ils sortent de l'Europe, les hedge funds devront se replier sur les îles Caïmans, qui est un marché un peu moins grand que l'Union européenne. Alors, je voudrais juste faire plaisir à Philippe Turle, éprouver à Thomas Claude avec le journal du temps de Bruno Godenzi que le Royaume-Uni n'a pas toujours été fronçant le museau devant l'Europe. Voilà, et nous allons vous présenter quelqu'un qui a été un prosélyte de l'Europe, le plus fervent européanophile anglais. Il s'appelait Mr. Heath, vous vous souvenez? Bien sûr. Rappel avec le journal du temps de Bruno Godenzi, anglophile pour une fois. C'est vrai. Cameron surfe sur la vague des eurosceptiques et annonce un référendum sur l'Europe. Mais alors que l'Union redoute un non, elle oublie qu'en Grande-Bretagne, il y a eu aussi des grands artisans du oui. Et yes! Grande-Bretagne, 1960. Edward Heath, conservateur mais très europhile, est chargé des négociations d'adhésion aux communautés européennes. Mais le veto tranché de De Gaulle à l'entrée de la Grande-Bretagne arrête net et unilatéralement toute négociation en 1963. L'Angleterre a demandé à son tour à y entrer, mais suivant ses propres conditions. 1965, Edward Heath a fait du chemin et devient le chef du Parti conservateur, ce qui lui permet de représenter une nouvelle demande d'adhésion 2 ans plus tard. L'homme est tenace, sauf qu'il se heurte à un deuxième veto du général. Veto qui ne l'empêche nullement de continuer son combat. Car voilà, devenu entre-temps Premier ministre en 1970, Edward Heath repart à l'attaque une 3e fois. Mon point de vue sur l'Europe et la politique britannique est connu, et il n'a pas changé. Cette fois-ci, Heath commence par tenter un rapprochement avec la France. Une rencontre avec Georges Pompidou permet aux 2 hommes de constater une certaine convergence. Heath concède à la France des garanties sur le financement de l'agriculture et en obtient sur la participation anglaise à l'Europe. À partir de là, tout s'enchaîne. Et lorsque la Grande-Bretagne signe le traité d'adhésion en 1972, il peut à juste titre s'exclamer « C'est le plus beau jour de ma vie ». Et voilà pour vous, Philippe Turle. L'heure est venue d'accueillir Juan Gomez. Hola, ¿qué tal? Mais il est déjà là d'ailleurs, mais que je ne vous ai pas vu arriver. Vous venez nous parler d'un État très eurosceptique, mais qui l'est un peu moins, la République tchèque. Quoique la République tchèque, avec son fameux président Václav Klaus, évidemment, qui est considéré comme le plus eurosceptique, voire même par certains le plus europhobe des présidents européens. Alors c'est vrai que depuis 10 ans, il fait un peu trembler l'Europe. On se souvient qu'en 2007, il avait longtemps traîné avant de ratifier le traité de Lisbonne, traité qui ne pouvait pas entrer en vigueur s'il n'y avait pas la fameuse
fameuse signature tchèque. On se souvient également de cette exposition qui avait fait polémique à l'époque dans le hall de la Commission européenne pour inaugurer la présidence tchèque. Une exposition où tous les pays européens, sauf, désolé Philippe, la Grande-Bretagne, étaient représentés sous des clichés. On se souvient que la France était drapée d'une banderole avec le mot grève. La Bulgarie était représentée par des toilettes turques. Autre souvenir quand même de la présidence de Václav Klaus, c'était à l'automne dernier, puisqu'il a refusé, comme les Britanniques également, de signer le traité budgétaire. Et pourtant, eh bien, les Tchèques sont conscients, ils ont besoin de l'Europe, comme nous l'explique son ambassadeur en France. Naturellement, la crise en Europe est aussi notre crise. Si l'on considère que nous exportons 80% de nos productions, dont 75% dans les pays membres de l'Union européenne, dont un tiers dans l'Allemagne, et que notre marché intérieur est excessivement faible comparé à ces exportations. Et oui, le marché européen, indispensable finalement à l'économie tchèque. En tout cas, une chose est sûre, c'est que demain, les Tchèques vont tourner la page de ce président eurosceptique, puisque non seulement ils vont désigner son successeur, mais il se trouve que les deux candidats au second tour sont tous les deux clairement des pro-européens. L'un s'appelle Miloš Zeman, il se qualifie d'eurofédéraliste, et l'autre, Karel Schwarzenberg. Et alors lui, clairement, il dit vouloir continuer le travail de Jean Monnet, qui est quand même l'un des pères fondateurs de la construction européenne, et en plus il est francophone. Alors il y a une mesure symbolique qui va être adoptée rapidement, quoi qu'il arrive, c'est que le drapeau européen va de nouveau flotter sur le palais présidentiel, ce qui n'avait pas été le cas ces 10 dernières années. Tous les deux s'engagent évidemment à sortir de cet isolement la République tchèque, et puis voilà. Alors le grand paradoxe tout de même, c'est que les Tchèques restent profondément eurosceptiques. Quand ils voient ce qui se passe dans la zone euro, ils n'ont surtout pas envie de nous rejoindre. 80% d'entre eux sont opposés au passage à l'euro. Thomas Klaus, quand on entend ça, on se dit que le dernier rempart à l'euroscepticisme et à la désintégration, comme vous disiez, c'est quoi? Ça serait un rempart économique? Ça serait pour de bonnes, mauvaises raisons économiques, au fond, que les États resteraient européens? Moi, j'ai une lecture comme presque toujours quand même beaucoup plus optimiste de la réalité, qu'on vit. Je trouve qu'on baigne trop dans une espèce de, non pas le pessimisme, dans une lecture de la réalité qui en fait n'est pas adéquate, nourrie en partie par les médias anglais qui cherchent toujours ce qui ne va pas, n'est-ce pas, ou les médias anglophones. Parce que quand on regarde comment les gens ont voté depuis le début de la crise, beaucoup ont dit qu'il y aura une énorme vague europhobe, xénophobe, anti-européenne, ultranationaliste qui va ravager politiquement tous les États européens. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Oui, il y a des pays comme la Finlande, comme à certains moments les Pays-Bas, la Suède. Mais en réalité, les gens, ce qu'ils ont fait, ils ont sorti les gouvernements en place pour les remplacer par l'opposition classique, jeu droite-gauche, absolument classique. Et il est faux de dire que dans tous les pays européens, il y a eu une montée violente de l'euroscepticisme lors des élections. Oublions les sondages, ce qui compte, c'est quand même les élections. Et dans certains pays, par exemple aux Pays-Bas, on a voté pour un gouvernement plutôt engagé dans la chose européenne. Et quand vous regardez le comportement électoral des citoyens, eh bien, ils ont voté pour des partis qui, même au plus fort de la crise, même en Grèce, même en Espagne, ont dit on veut continuer à travailler pour que l'euro survive et à mettre le paquet s'il le faut. Donc, on peut dire maintenant qu'à travers cette crise, l'euro a reçu ce qu'il n'avait pas avant, la légitimité populaire d'une expression dans tous les pays membres de vote qui signifie qu'en grande majorité, même si ça va mal, les gens veulent continuer à rester dedans et à faire en sorte que ça va mieux. Et moi, je trouve que c'est fabuleux et il faut le dire. Vous êtes très convaincant. Il faut le dire. Bon, et ben, ce sera le mot de la fin. On n'a plus le temps, mais alors magnifique harangue. Tous les soirs, Désintox passe au radar les propos farfelus, mensongers des hommes politiques français. Ce soir, Désintox a épinglé Brice Hortefeux, qui affirme que l'Angleterre, encore elle, va nous détrôner de notre rang de 5e puissance mondiale. C'est faux. Et toc. Flashé par le radar de Désintox, l'UMP Brice Hortefeux qui accuse François Hollande de faire reculer la France au classement des puissances mondiales. Et le fait d'avoir été chef de l'État et de la 5e puissance du monde, soit dit en passant d'ailleurs avec le gouvernement actuel, on va devenir la 6e en 2013, on perd la place que l'on avait reconquise en 2007, là aussi ça n'a pas été noté. Ainsi, à cause de l'arrivée de la gauche, la France, actuellement 5e PIB mondial selon les chiffres du FMI, s'apprête à rétrograder au 6e rang. Brice Hortefeux s'appuie en fait sur les prévisions d'un think tank britannique dirigé par un ancien haut responsable du MEDEF britannique. Cet organisme explique que la France va être dépassée par la Grande-Bretagne pour deux raisons.
D'abord, la taxation à 75% des plus hauts revenus pénaliserait sa croissance. Sauf que cette mesure, qui ne concernait de toute manière qu'un millier de personnes, vient d'être invalidée par le Conseil constitutionnel. L'autre argument de cet organisme, c'est que d'ici un an, l'euro va selon lui perdre de sa valeur face au dollar, au contraire de la livre sterling. Si c'est le cas, la Grande-Bretagne pourrait donc mécaniquement rattraper la France au classement du FMI qui s'exprime en dollars. Mais cela n'aurait rien à voir avec l'action du gouvernement français. Dans tous les cas, il ne s'agit que d'une projection parmi d'autres. La Commission européenne prévoit, elle, que la France aura un PIB de 4% supérieur à celui de la Grande-Bretagne fin 2013, malgré une croissance inférieure. Mais cette prévision a, semble-t-il, échappé à Brice Hortefeux, un peu trop pressé de noircir le bilan de la gauche. Merci mes amis. Merci à tous. À suivre sur Arte, Buffet froid avec notre série atrocement policière et tout aussi british que tous les jeudis soirs. Retour à Whitechapel. On se retrouve demain à 20h05 dans 28 minutes. Bis morgen, tchuss.